Ça ne peut plus durer, attention, je suis colère. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi, c'est André. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 erreurs que Gérald voit tout le temps, toutes les semaines ou tous les mois en tout cas, dans son studio où il enregistre beaucoup de groupes. Et en parlant de ces 3 erreurs, on espère vous donner quelques clés de réussite dans votre prochaine session de studio. Comment préparer ça, comment se sentir un peu plus à l'aise et comment surtout sortir avec un meilleur morceau, un meilleur enregistrement en fin de compte. Avant de se lancer dans cette étude des tous les trucs que tu fais pas bien, passe juste 2 secondes ici sur notre site qui est de www.academiedugrosson.com/bonus. Il y a quelques W là devant, je sais pas combien. Mettez-en 3. C'est pas mal. 3. Ouais, comme les 3 erreurs, c'est pareil. Pareil. Là-dessus, tu peux t'inscrire avec ton adresse email, tu reçois tout de suite des cadeaux et des chouettes bonus quand t'as préparé, notamment une liste matérielle que tu peux acheter pour ton home studio pour pallier à ces 3 erreurs avec le point 4 caché que tu n'as jamais entendu parler, dont on va te parler à la fin de la vidéo. Donc reste bien avec nous jusqu'au bout. Puisqu'on est sur YouTube, n'hésite pas à te abonner, hop, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on passe tout de suite au sujet du jour qui est donc, c'est quoi les 3 grosses erreurs que tu vois dans ton studio avec les groupes qui arrivent? Alors, c'est quelque chose que je vois toujours depuis la nuit des temps. C'est vraiment quelque chose de régulier et ça altère vraiment le résultat final. Je vais faire d'abord la liste et puis après on va les détailler les uns après les autres, mais comme ça vous voyez un peu de quoi il s'agit. La première, c'est de jouer à 100% de ses capacités techniques, voire plus. La deuxième, c'est de ne pas bien vraiment prendre le temps de fixer un tempo de la bonne manière. On va en parler après. Et la troisième erreur, c'est de connaître ses structures, mais un peu trop au feeling ou pas assez dans le détail. Ça, c'est des choses que je vois couramment. Revenons donc au premier point. Qu'est-ce que je veux dire par jouer à 100% de sa technique? C'est-à-dire que, typiquement, on va prendre un exemple, un batteur qui joue quelque chose de très rapide, avec beaucoup de coups. Les autres musiciens vont dire « Ah ouais, c'est cool, vas-y, mets plein de coups là, et fais un roulement super rapide, on est à 240 BPM, vas-y, fais-nous tout ça sur des triples croches. Ce sera très joli. » Mais peut-être que le batteur, ça passe bof. On répète, ça a l'air d'aller, ça fait c'est cool. Mais quand on l'enregistre, évidemment, on entend tout très bien et on se rend compte que là, c'est pas possible. Et on aura beau faire et refaire des prises, le batteur va jamais y arriver. Il va se frustrer. Ou alors, tout simplement, ce sera la limite, ce sera la 100% de ce qu'il peut faire. Et ce jour-là, s'il est un petit peu fatigué, qu'il n'a pas bien dormi, qu'il a sa 5e prise, que c'est le 5e morceau qu'on enregistre dans la journée, qu'il n'a pas bu sa dose de café, ses hectolitres de café quotidien, juste le fait d'être à 100% fait qu'on prend le risque de ne pas y arriver ou d'y arriver tout juste. Donc moi, ce que je conseille toujours à ce moment-là aux artistes, c'est de toujours être idéalement à 80%, quelque part par là. Les 20% de marge... Voire même plus bas, ouais. Voire plus bas, voilà. Le maximum serait pour moi à 80%. Parce que si on est toujours à son maximum, n'importe quoi qui ne va pas, boum, ça peut faire plonger le résultat final. J'ai envie de dire, c'est même un peu la même chose en live, en fait. C'est un peu le même principe. Donc ça, c'est la première erreur classique que je vois souvent. J'ajouterais à ça aussi que ce n'est pas seulement d'être capable physiquement de jouer une partie, c'est aussi de la faire sonner correctement. Oui. Et si ce que tu joues est déjà à 100% de tes capacités juste physiques sur l'instrument, tu vas certainement pas avoir la place et la capacité de travailler ton son, de travailler ton toucher, de vraiment faire un choix défini sur le feeling de la partie, parce que tu vas juste te concentrer sur le fait de jouer ça sans erreur. C'est ça. C'est déjà bien, mais pour un enregistrement vraiment bon et vraiment intéressant et qui a un impact émotionnel, c'est pas assez. Et ce qui peut se passer aussi en studio, c'est que tout d'un coup, on se rend compte qu'il faille changer un petit peu la partie, dire tiens, est-ce que tu sais la faire un peu plus déliée ou un peu plus comme ça? De toute façon, on revient à l'exemple du guitariste. Si on est déjà à 100% et qu'on a déjà du mal à faire comme ça et qu'on l'a travaillé comme ça va être difficile de sortir que ça. Évidemment, c'est comme tu dis, c'est physique, mais ça peut être aussi pour un chanteur, une chanteuse, aller chercher des notes qui sont beaucoup trop hautes, essayer de faire des voix qui sont en dehors de son registre. Donc ça touche vraiment. C'est pas que je veux dire, ça peut toucher vraiment n'importe quel artiste en fait. Tout à fait. Dans mon passé, j'ai bien été à votre place et j'ai fait ces erreurs-là de vouloir enregistrer des trucs, vouloir jouer et composer des choses que je ne savais pas vraiment jouer. Et j'en suis sorti avec énormément de frustration. Mon premier groupe de métal où je m'occupais de toute la partie production, etc. J'avais l'impression de rien comprendre au son et à la partie production parce que, en fait, je n'ai jamais obtenu une performance correcte. C'est tout simplement parce qu'aucun musicien dans mon groupe n'était vraiment capable de jouer ce qu'on a écrit déjà à la base. Donc, forcément, on n'a pas pu le capturer correctement.
forcément, on n'était pas sûr de comment faire un truc qui sonnait aussi bien que les groupes qu'on adorait. Et là, peut-être, ce que moi j'ai appris en tout cas sur ces dernières quelques années, c'est que faut pas nécessairement viser la simplicité, parce que tu peux avoir une complexité très intéressante, mais essayer de chercher cette complexité dans le toucher et dans les détails du son, plutôt que dans les détails de l'arrangement ou des parties complexes. On peut faire sonner un truc de manière beaucoup plus intéressante, juste en ajoutant une pédale de chorus, une deuxième partie peut-être harmonisée, voilà. Tu peux faire des choses en studio qui rendent ta musique aussi complexe et riche que ce que tu voulais, sans pour autant se forcer à jouer des choses qu'on sait juste simplement pas jouer. Et dernier truc peut-être ici à dire, pour moi c'était une question d'ego. De juste se regarder parce que au moment même on se dit non mais ça va, ça passe parce qu'on est content. Ira. Le jour du studio ça ira. Mais oui, c'est ça, c'est mieux que ce que c'était, donc forcément c'est bien. Et dans le studio, pour moi, l'ego c'est la chose à laisser derrière la porte parce que ça ne nous aide jamais. Donc voilà. Pour savoir aussi si on est à 100%, si par exemple on a quelque chose, on prend toujours l'exemple du guitariste, mais imaginons qu'on a quelque chose à jouer, je sais pas moi, à 120 BPM, et que vous sentez que vous avez du mal, essayez de voir si vous savez le monter, de le faire à 130, à 140. Si vous arrivez à 130, à 140 et que ça ressemble à quelque chose, alors en studio, le jour où vous devez l'enregistrer, à 120, ça devrait pouvoir passer. Tout à normalement. fait. Sinon, c'est qu'il faut peut-être le simplifier ou encore travailler, quoi. Alors, le deuxième point, parce que c'est quelque chose que je vois souvent, et c'est quelque chose qu'on pourrait dire qui pourrait paraître anodin et évident, c'est de bien fixer le tempo. J'ai beaucoup de groupes, par exemple, ils disent, ben voilà, on a filmé un concert en live, on a plus ou moins relevé le tempo, c'est plus ou moins comme ça. Et puis après, quand on commence à l'enregistrer, donc de nouveau, quand tout se met bien en place, qu'on entend bien les choses, ils disent, waouh, mais en fait, ça va beaucoup trop vite. Ça, c'est un classique, parce qu'en live, on joue toujours un peu vite. Et du coup, on n'a pas le groove, le feeling, l'intention n'est pas là. Et parfois, on a même tendance à négliger que le fait, bon évidemment ça dépend ou si on est vraiment dans le bas ou vraiment quelque chose de rapide, mais parfois 2 BPM, 4 BPM, ça change énormément le feeling et il y a souvent pour une intention et pour un morceau un tempo parfait. Il y a le chiffre magique qui fait que tout d'un coup on peut passer parce que au niveau de la voix c'est un petit peu trop rapide à placer, parce qu'au niveau du groove c'est peut-être un petit peu trop lent, du coup c'est peut-être un petit peu pâteau. Voilà. Oui. Il y a toujours un tempo magique, donc faut pas hésiter par exemple en répétition de mettre un métronome, un clic dans la sono chant et que tout le monde joue dessus et de prendre le temps de se dire voilà, tout le monde a senti là ça groove, là on a le feeling et de trouver ce chiffre magique. Je dis pas que ça c'est pas toujours un ou l'autre près, hein, faut pas non plus vous fixer et voilà, mais ça c'est la bonne façon de faire. Ou alors il y a une autre façon de faire, mais c'est un peu dans la solution secrète et magique qui est à la fin de la vidéo. Donc on en parlera plus tard. Et souvent ça m'est arrivé de vraiment changer de 1 BPM, 2 BPM, et ça changeait vraiment la donne. Donc, n'hésitez pas vraiment à expérimenter. Je me rappelle l'avoir lu quand j'avais 20 ans, je pense, une interview des Red Hot Chili Peppers qui disait justement qu'ils se battaient presque pour un demi-BPM sur Stadium Arcadium. Et à l'époque, je trouvais ça absolument ridicule. Aujourd'hui, je comprends. Oui, moi parce qu'il y a une différence sur la version du morceau. Si vous faites ça à un certain BPM, il se passe un truc. C'est ça. Ouais. Et ça va même être plus évident pour vous, en fait, parce que ce sera le mouvement dans lequel, la vitesse à laquelle vous sentirez que le morceau doit sonner, et ça sera plus naturel pour vous. Tout à fait. Alors, le troisième truc que je ne veux plus voir en studio, non mais plus sérieusement, c'est que beaucoup de groupes, je me rends compte, ne connaissent pas forcément bien leur structure. Ça peut paraître bizarre, mais beaucoup de musiciens, peut-être musiciennes, et vous allez peut-être vous retrouver là-dedans, jouent un peu à l'instinct, dire ah oui je me souviens, mais bon entre-temps les structures ont un peu changé, ou je vois souvent des t'es sûr qu'on faisait ça à ce moment-là? Ou la définition de ce que sont les parties dans le morceau. Parfois, j'ai un musicien qui va me dire « Tiens, tu peux remettre au refrain ?» C'est ça le refrain? Il me fait « Oui », et les autres disent « Ben non, ça c'est le couplet. » Comment c'est le couplet? Parce que par exemple, le chanteur ou la chanteuse a décidé que comme elle chantait, ou il chantait toujours la même chose, ben, c'était le refrain par définition, mais les autres, pour eux, c'était un feeling de couplet. Enfin, bref, donc c'est de bien, non seulement définir ce qu'est la structure, tous les éléments n'ont pas la même fonction dans le morceau, et surtout bien les mémoriser, parce que j'ai souvent eu des moments où les gens n'étaient pas toujours d'accord, on commence à douter, donc on se perd un peu. Quand c'est des morceaux un peu complexes, un peu longs, sur le nombre, quand j'ai la structure, c'est comment les parties s'enchaînent, mais aussi la longueur de chaque partie, parce que parfois on est un peu au feeling, le solo, là mon solo était plus court, mais non, j'ai l'impression que c'était plus long, enfin voilà, de prendre le temps de noter les choses, de définir les structures,
D'expérimenter avec ça aussi. d'expérimenter et pour vous de les mémoriser. Donc si vous êtes par exemple comme moi quelqu'un de visuel, mais c'est bien, moi j'aime bien avoir noté genre des blocs sur une feuille, des mesures, ça m'aide à voir un peu le morceau et je navigue beaucoup plus facilement. On va beaucoup plus vite en général, tout est clair, Vraiment. carré, on gagne du temps, on gagne de l'énergie et on va directement au bon endroit. Donc fixer les structures et surtout bien les mémoriser, je pense que c'est fondamental si vous voulez maîtriser tout ce qui est l'aspect enregistrement en studio. Je vois ça très fort avec Romain de Omnerod, donc de mon groupe, où on a des morceaux ultra longs, très complexes au niveau des structures. Mais Romain connaît ça, bon, c'est lui qui les a écrits, etc. Mais il prend le temps de vraiment comprendre ces morceaux, de vraiment comprendre comment les choses s'enchaînent et pourquoi, et quand est-ce que les choses reviennent aussi. Et donc, quand on en parle et qu'on doit vite trouver un endroit et corriger une chose, ça va très vite. Il peut me dire presque à la seconde près où est-ce que les choses se trouvent, juste par la connaissance de son travail et de ses morceaux. Bon, de l'autre côté, moi, je les connais pas aussi bien, hein, donc on est tous et toutes dans le même bateau. Il ne le savait pas, le dit pas, il le savait pas. Après, je comprends que certaines personnes, parce que j'ai souvent remarqué ça, on n'a pas tous le cerveau qui fonctionne de la même façon et qui est soudé de la même façon. Tout à fait. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir ces structures, donc je pense que d'autant plus si c'est un peu votre cas de figure où tout part un peu en arborescence, où ça va à gauche, à droite et que ça peut changer en permanence dans votre tête, d'autant plus je pense que c'est intéressant de noter et d'avoir au moins une référence, quitte à ce que ça change encore en studio, mais voilà. Ça, mais surtout pour le studio, de vraiment venir avec une feuille sur laquelle vous avez la structure devant vous, comme ça, même si c'est pas dans votre tête, au moins avoir une référence. C'est ça. Une référence stricte sur laquelle on s'était déjà mis d'accord dans le groupe. Ça, c'est important aussi. Oui, voilà. Le nombre de fois que ça arrive, où on arrive le refrain, le dernier refrain, il est 2 fois, 3 fois, une fois et demie. Personne ne sait vraiment me répondre, voilà. Oui, ça c'est classique. Pour résoudre ces 3 erreurs, ces 3 problèmes avant que tu ailles en studio ou que tu fasses d'ailleurs l'enregistrement chez toi, parce que c'est exactement la même approche, que ce soit l'un ou l'autre. Évidemment, quand tu loues un studio et que tu payes cher chaque jour, là, il y a peut-être un tout petit peu plus d'émotions qui montent quand ces problèmes-là arrivent, mais c'est pareil pour chez toi. La solution que presque tout le monde utilise, surtout, dès qu'on monte un tout petit peu dans les niveaux des artistes, là, ça se présente toujours, c'est de faire des pré-productions. C'est de faire donc des démos ou des maquettes. Et pour ça, en gros, on va déjà faire tout un travail qui normalement se faisait, à l'époque se faisait en studio uniquement, mais là on peut déjà le faire à la maison et je vous conseille énormément de le faire. À chaque fois que je travaille avec des artistes qui ont pris le temps de faire une vraie maquette, qui ont pris le temps de, comme on disait, expérimenter avec les tempos, expérimenter avec les structures, bien noter les choses et avoir déjà vérifié quelques idées qui marchaient pas. C'est très important. On perd moins de temps, on est plus prêt, on se sent plus à l'aise sur les morceaux parce qu'on le connaît beaucoup mieux. Et on finit avec un enregistrement et un morceau final beaucoup plus impactant, beaucoup plus émotionnel et tout ça plus rapidement et moins cher. Si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous vous intéressez à l'enregistrement, à la production, donc vous savez le faire sûrement chez vous en grande partie, si pas totalement. Et le fait de faire l'exercice, par définition, régler ces 3 problèmes. Vous allez devoir fixer le tempo pour que ça sonne parfaitement enregistré. Vous allez devoir fixer les structures parce que tout le monde doit devoir passer dessus. Et vous allez devoir tous jouer les parties. Donc vous allez savoir si vous arrivez à les jouer confortablement et sans qu'on doive refaire 25 prises. Voilà. Donc la pré-prod résout ces 3 problèmes d'office. Ouais. Alors ici, pour le côté un peu plus pratico-pratique, comment est-ce qu'on fait une pré-prod? On va pas vous expliquer tout ça en long et en large, on a plein de trucs déjà qui parlent de ça. Pour savoir exactement comment approcher un instrument spécifique, on a une playlist de toutes les vidéos qu'on a faites qui explique donc comment enregistrer ses guitares, ses basses, ses batteries, ses voix, etc. Si même ces vidéos-là sont un tout petit peu trop avancées pour toi, aucun problème. On a aussi tout un cours sur comment débuter dans la hammer, vraiment les toutes bases, en partant donc de quel matériel avoir, comment le brancher, à quoi ça sert, etc., etc. Le cours ressemble à ceci, tu peux le trouver sur notre site. Et si tu as déjà fait tout ça, ou alors que tu es un tout petit peu plus avancé, nous avons aussi un cours spécifique sur comment enregistrer un groupe complet chez toi, dans ton home studio, dans ton local de répète. Le cours ressemble à ceci, tu peux évidemment aussi le trouver sur notre site. Voici quelques petites images du cours. Donc voilà, j'espère que ça te motive pour faire des chouettes maquettes pour plus tard, donc pour tes enregistrements, et puis finalement voilà, les finaliser un jour, que ce soit en studio avec quelqu'un comme Gérald qui va s'occuper de la partie technique, ou alors peut-être avec juste tes potes dans votre local de répète en faisant tout vous-même. C'est tout à fait possible en 2024, c'est même possible de faire des choses qui sonnent vraiment bien avec un peu d'expérience. Mettez aussi en commentaire si un de ces points résonne particulièrement chez vous et que à partir de la semaine prochaine, vous n'allez plus le faire. Ça va nous aider à tous ensemble
ensemble à mieux produire nos morceaux et surtout à Faire de la musique. Et je veux plus voir ça en studio. Hein.